Avec vous, Alexis Corbière, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonjour à vous. Je le rappelle, vous êtes député de la 7e circonscription de la Seine-Saint-Denis, un des fondateurs du mouvement L'Après, après avoir quitté la France Insoumise. On en reparlera aussi. L'Après, l'association pour une république écologique et sociale. Bonjour David. Bonjour Marie. David, on va parler effectivement de très nombreux sujets ensemble. On a entendu ce long discours de Marine Le Pen et on verra avec vous ce que vous en pensez. Bonjour Marie et bonjour Alexis Corbière. Bonjour David. Et bienvenue à vous. Merci. Nous sommes au lendemain d'une journée de mobilisation. 130 marches à travers tout le pays à l'appel d'organisations de jeunesse, mais reprises par la France Insoumise. Évitons la langue de bois, c'était pas la foule des grands jours. Voilà. Il n'y avait pas grand monde, si, il n'y avait pas grand monde. Est-ce que vous en tirez un enseignement ? Est-ce que cet argument du déni de démocratie avec la nomination de Michel Barnier finalement ne prend pas dans l'opinion ? Je crois qu'il y a une colère profonde dans le pays. J'ai vu une étude, alors vous me direz parfois je critique les sondages, mais enfin c'est Elab qui dit que 2/3 des Français considèrent qu'Emmanuel Macron n'a pas respecté le vote qui a eu lieu en juin-juillet. Il était nécessaire de manifester. Comme dirait l'autre, on peut faire mieux que la journée d'hier, même si elle était utile. Il faudra peut-être organiser des choses de manière plus collective, etc. Oui, il n'y avait pas le Parti Socialiste n'appelait pas les organisations puis même dans syndicales une préparation collective commune qui permet que véritablement tous les réseaux militants se mettent en mouvement, qu'on puisse coller des affiches. Vous savez, les gens, il faut les inviter à manifester. L'appel a été fait il y a plusieurs semaines. Oui, mais il ne suffit pas de quelques tweets pour mobiliser les gens. Le peuple qui se mobilise nécessite qu'il y ait des moyens militants. J'observe quand même qu'il y a des journées d'action que moi je soutiens, appelées par l'intersyndicale, qui auront lieu. Mais on est aussi peut-être dans un moment où, vous savez, le peuple de gauche est composé de braves gens, où ils s'interrogent sur qu'est-ce qui est en train de se passer, un peu sidérés, désabusés aussi, dégoûtés, et je ne le souhaite pas, par l'attitude du président de la République dont on va parler. Parce qu'au-delà, et c'était pas négligeable ce qui a eu lieu hier, il y a eu du monde. Moi j'étais à la manifestation à Paris, il y a du monde, une manifestation correcte. Il va de soi, là où je vous donne le point, c'est que je pense que le coup de force antidémocratique, dans l'idée que je m'en fais heurter, sans doute justifier qu'on soit plus nombreux, mais vous savez, il faut faire preuve de patience. Par contre, ce qui est vraiment ne doit pas être banalisé, c'est la situation inédite dans laquelle nous sommes. J'insiste là-dessus parce que je ne veux pas faire des reproches à votre profession, vous allez dire d'entrée, il commence. Mais enfin, je trouve que quand même, il y a quelque chose qu'on n'a jamais vu, je vais utiliser des grands mots, depuis 1945, que se met en place un gouvernement qui quand même, et on vient de le voir de manière assez nette, Madame Le Pen est très claire, qui ne peut tenir que par la volonté et la bienveillance de Madame Le Pen. Mais ça, elle dit, c'est pas un gouvernement sous surveillance, c'est un gouvernement sous bienveillance d'extrême droite. Avouez que, en plus, ce qui s'est passé aux élections législatives, et j'espère que vous allez me demander de me justifier, à mon avis, c'est le message inverse qui est monté du pays majoritairement. Ça, on y reviendra, et les propos de Marine Le Pen et du RN. Mais juste Alexis Corbière, hier à la tribune, Jean-Luc Mélenchon, attendu, a eu ces mots. « Le peuple de France est en rébellion. Il est entré en révolution, je le cite encore. Je vous appelle à une bataille de longue durée. » Ma question est la suivante, après un rassemblement en demi-teinte, David le disait. Votre mot d'ordre pour cette année, c'est ça, des manifestations, encore et encore, d'autres appels pour se rassembler dans la rue et à contester notamment la nomination de Michel Barnier à Matignon ? Il faudra manifester, il faudra mener des batailles politiques. Je suis parlementaire, je prendrai ma part dans les batailles. J'utilise un vocabulaire militaire, mais des batailles politiques, chacun comprendra qu'il ne s'agit pas de violence, mais de faire entendre effectivement la colère. Il faudra aussi se mobiliser. Vous savez, l'histoire de France et la démocratie est une articulation entre des élections et aussi des mobilisations sociales. Après, j'espère que pendant toute l'émission, je ne vais pas réagir à la manière dont Jean-Luc Mélenchon parle, parce que vous avez dit gentiment que j'ai quitté la France Insoumise, j'en ai été quand même exclu, et je pense qu'il y a aussi une manière de présenter les choses qui doit être, dans la manière dont nous parlons, audible et compréhensible et mobilisatrice pour le plus grand nombre. Justement. Et n'empêche que notre pays soit en état de grande turbulence. Jusqu'à présent, quand le pays était, en état de mouvement, on organisait des élections pour en quelque sorte trancher un désaccord, et après on avait ce qu'on appelle l'état de grâce. Avec Emmanuel Macron, pardon du jeu de Montpelour, on a l'état de crasse après les élections. C'est-à-dire que le vote a lieu, et après on a des combines. Qu'est-ce qui s'est passé ? 32 millions de gens sont venus voter. C'est pas rien, il y a 49 millions d'électeurs. 32 millions de gens. On a quasiment atteint des taux de participation. On a retrouvé ce qui s'était passé en 1997, déjà à l'occasion d'une dissolution, 66-67% de participation. Sur ces 32 millions de gens qui sont venus voter, je ne sous-estime pas le score de l'extrême droite. 11 millions d'électeurs. D'accord, mais plus de 20 millions précisément, et Madame Le Pen en était amère dans son discours, ont créé des conditions de bloquer la possibilité que l'extrême droite gagne. Donc ce pays, dans les 2 tiers, est venu voter
moi, j'utiliserai pas le vocabulaire de front républicain, mais au moins dans un front anti-extrême droite. C'est ça la leçon. Ça a surpris. Vous voulez que je vous dise ? Ça m'a même surpris. Au second tour, qu'il y ait une capacité en quelque sorte de voter, même pour un macroniste qui avait maltraité le peuple, de dire je préfère un macroniste qui a voté la réforme des retraites que l'extrême droite. Ça a surpris tout le monde. Mais donc résultat, vous avez un front républicain qui est de retour, alors que tout le monde le croyait enterré, perdu. Il est de retour et le résultat de ça, c'est que le Premier ministre est LR sous surveillance ou bienveillance. Du Rassemblement national. Mais est-ce que la gauche n'a pas aussi... La gauche, pas la gauche, non, Alexis Corbière, pas la gauche. Les responsables de gauche n'ont pas aussi une part de responsabilité. Je vous attendais bien là. Mais bien sûr. D'abord, Alexis Corbière, je finis juste la question, après vous répondez très librement. Jean-Luc Mélenchon, on a l'impression qu'il a réussi son coup. Dès le lendemain du second tour des législatives, le programme, tout le programme, rien que le programme du NFP. Ensuite, ça a été Lucie Castet et rien d'autre. Vous auriez pu avoir Bernard Cazeneuve. Alors attendez, premièrement, Lucie Castet, c'est pas la même chose que le programme, rien que le programme. J'ai bien compris que la phrase de Jean-Luc Mélenchon a fait les choux gras de la Macronie, parce que d'un seul coup, c'était utilisé. Jean-Luc Mélenchon, qui est un homme intelligent, savait très bien que, en raison du rapport de force, nous n'aurions pas tout le programme. Madame Lucie Castet a été, d'un certain point de vue, plus habile, en adressant une lettre, notamment à tous les groupes, et en disant d'entrée de jeu, nous allons, évidemment, il va de soi que c'est à nous que doit revenir la responsabilité de composer un gouvernement parce que nous sommes la coalition arrivée en tête. Et elle a notamment mis 2 points en avant que tous les Français vont comprendre. Revenir sur la réforme des retraites, augmenter les salaires. Puis après, elle a même adressé une lettre où elle met la priorité sur les services publics, ce dont tous les Français sont d'accord. Je pense à l'hôpital qui est dans un sale état, je pense à l'école qui vient de faire la rentrée, dans lequel, de manière générale, et en particulier dans mon département de Seine-Saint-Denis, il y a tant de besoins. Et l'école, c'est la base de tout. Donc, il y avait de quoi faire. Et surtout, je reviens à ce que vous dites, d'abord de comprendre que ce qui a eu lieu à l'occasion des élections législatives, c'est que le centre de gravité de ce pays qui se mobilise et qui, par moment même, arrive au second tour à faire un désistement, c'est ceux qui ne veulent pas de l'extrême droite. C'est les 2 tiers de Français ne veulent pas. 215 désistements ont eu lieu au second tour face à l'extrême droite, qui a amené d'ailleurs à ce que sur ces 215 désistements, ils ont profité à plus de 150 fois pour faire battre le RN. Sur ces désistements, c'est dur pour des gens de gauche de voter pour un macroniste, ça a amené souvent à ce que, ensemble, c'est les macronistes, en ont profité dans 90% des cas. Ensuite, il y a eu dans 30% des cas, c'est dans 90 cas, 90 élus macronistes, circonscriptions, ont eu lieu parce qu'il y a eu un désistement et que la gauche a joué le jeu. Il y a même 30 députés LR qui sont élus dans ces conditions. Et 57 de gauche qui ont profité de ces désistements. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous dire ? J'espère que je n'ai pas embrouillé tout le monde. Non, c'est que chacun y apprend. Le paradoxe, c'est que M. Macron va choisir un Premier ministre qui est de la famille politique LR, qui est la plus petite. 1,2 million d'électeurs, 6%, 4% des électeurs inscrits, et sur leurs 47 députés, ils en ont 30 sur 47 qui sont élus grâce à la bonne discipline et à l'attitude républicaine anti-extrême droite des gens de gauche. Il a essayé de mettre Bernard Cazeneuve. Mais c'est des méthodes de voyous. Non, alors attendez. Ça, ce sont des méthodes, j'utilise un mot volontairement, de voyous antidémocratiques. Pourquoi ? Ensuite, alors maintenant je réponds Pourquoi méthode de voyou ? Parce que quand le sens de ce vote, je le répète, de 2 tiers anti-extrême droite, du groupe premier, c'est celui du Nouveau Front Populaire. Allez chercher un Premier ministre dans le plus petit groupe. Non mais dans le plus il a petit essayé groupe, Bernard Cazeneuve. Alors attendez, maintenant et le Parti socialiste. Donc on est d'accord sur le fait qu'il y a un côté baroque, vu que j'ai utilisé un vocabulaire, vous ressoufflez, maintenant je vais baroque au moins de choisir Chacun M. l'a Barnier observé. Et qui n'a qu'une volonté de détourner le sens du vote. Chacun l'a observé, mais, d'accord. Alors ensuite, sur Bernard Cazeneuve, parce que le Parti socialiste qui a quand même fait une résolution en bureau national pour dire non, on ne garantit pas l'absence de censure contre Bernard Cazeneuve. Je vais vous dire un truc, non, c'est pas ça qu'ils ont écrit. Déjà, ils n'ont pas écrit ça, ils ont mis les conditions. Je vais vous dire une chose qui n'est pas un scoop. Bernard Cazeneuve, c'était un leurre d'Emmanuel Macron. Ah bon ? Vous n'y croyez c'est comme pas un canard en plastique. Mais comment vous savez ça ? Parce que toute la presse est en train de le dire. Il avait, dès le mois de juillet, pris contact avec M. Barnier. Par contre, comme il est habile, Emmanuel Macron, et c'est sans doute ce qui avait justifié sa dissolution au mois de juin, il veut casser le Nouveau Front Populaire. Et il a bien compris que la lame, elle peut passer, notamment dans le Parti Socialiste, où il y a un débat très vif. Je ne veux pas me mêler des débats au Parti Socialiste, mais moi je suis d'accord avec la ligne d'Olivier Faure, qui est un homme d'unité, et qui a compris que la gauche ne se relèvera pas si elle est dans la désunion. Il y a après, pour des raisons internes de qui sera le prochain secrétaire général ou premier secrétaire du Parti Socialiste,
ils n'arrivent pas, ils discutent beaucoup, et je pense que les opposants, Olivier Faure, que je respecte aussi, ont tort de reprendre la légende macronienne que Emmanuel Macron était en quelque sorte favori pour nommer un Premier ministre. Alors, d'abord, un Premier ministre de gauche. Premièrement, M. Cazeneuve a le mérite de la cohérence. Il n'était pas d'accord avec le nouveau Front populaire. Avouez que c'était baroque de choisir un Premier ministre qui, soi-disant, pour valider le fait que le nouveau Front populaire arrive en tête, qui est précisément celui qui se fait connaître en disant « je ne suis pas d'accord avec cette alliance ». Et enfin, ce que je voulais vous révéler, c'est que même M. Cazeneuve, qui sans doute n'était pas fermé à être Premier ministre, le minimum de conditions qu'il a mis à M. Macron, de lui dire « moi je veux bien », à la condition quand même qu'on puisse rediscuter de la réforme des retraites et qu'on puisse en quelque sorte donner un coup de pouce sur les retraites, même M. Macron n'en voulait pas. C'est dire combien en vérité, et là je m'adresse notamment à ceux qui sont les opposants Olivier Faure dans le PS, j'espère que vous n'étiez pas d'accord pour que quelqu'un serve de caution, de prétexte. Même M. Cazeneuve n'a pas fait des choses. Mais donc Alexis... on a bien compris qu'en vérité tout ça a alimenté un récit d'été pour faire croire que M. Macron est un homme d'écoute avec... c'est ce que j'appelle le leurre, le canard en plastique qui flotte, vous savez, pour faire venir les autres. Pendant ce temps, ils sont ailleurs et font venir les choses ailleurs. Pour reprendre la question de David, est-ce que Jean-Luc Mélenchon lui-même avait vraiment envie d'un Premier ministre de gauche ? Ah ben ça, vous allez lui poser la question. Moi, je pense que on va lui poser les questions, mais vous connaissez très bien, vous vous en êtes éloigné. Mais Jean-Luc Mélenchon, attendez, déjà, moi, je veux donner le point, j'ai des désaccords, mais que tout le monde s'est rassemblé et s'est mis d'accord sur le nom d'une personne, Lucie Castet, qui, honnêtement, je la connaissais pas plus que ça, ou très peu, je trouve, a eu un été... Vous n'étiez pas le seul à ne pas bien la connaître. Non, mais je la connaissais uniquement dans son engagement, notamment pour la défense des services publics. Je trouve qu'elle a fait un sans faute cet été, qu'elle a incarné et donné un visage à l'unité. Donc je ne ferai pas disparaître ce personnage, parce que M. Macron nous a floués. Elle doit continuer d'exister et matérialiser l'unité du nouveau Front populaire. Maintenant, je vais vous dire, l'union est un combat. Je pense que il ne faut pas rentrer dans la période désormais en se disant, ce qui est aussi une des leçons, la prochaine présidentielle a commencé, et que le nouveau Front populaire se fracture là-dessus. Ce que je suis en train de vous dire, et vous le comprenez très bien, c'est qu'il vaudrait mieux qu'on discute du fait que comment le nouveau Front populaire existe dans le pays. Je suis favorable à ce qu'il y ait des adhésions directes possibles au nouveau Front populaire, parce que je connais des tas de gens qui ne sont pas adhérents de partis, mais qui ont fait des campagnes nouveau Front populaire. Est-ce qu'on le met en place ? Je suis favorable à ce que le nouveau Front populaire mette en place une espèce de direction nationale dans laquelle toutes les composantes politiques de ce qui a été le nouveau Front populaire discutent et qu'on arrête de se tordre le bras, à dire moi je mets telle date et puis c'est tu viens ou machin. Ça sert à rien. On discute collectivement. Je suis favorable à ce que nous présentions une candidature unique du nouveau Front populaire à l'occasion de l'élection présidentielle. Ça, on y reviendra. C'est très important parce que je réponds à Jean-Luc Mélenchon sur votre plateau. Allez-y, Alexis Corbière, sur les propositions. Ouais, non, mais là, vous les avez faites. Bon. En quelque sorte. Non, mais surtout, qu'est-ce que c'est que je suis en train de dire ? C'est que quand la France Insoumise dit destitution, moi j'ai signé la proposition de destitution. J'ai pas de problème parce que si on a à l'Assemblée nationale une discussion sur le rôle du président, moi qui suis un défenseur de la 6e République, qui pense qu'il faut finir avec le présidentialisme, la monarchie présidentielle, ça me va. Vous êtes 81 sur 193 de votre bloc. Il faut le faire habilement parce qu'il faut aussi convaincre d'autres groupes. Et là aussi, le style compte. Si on en fait un truc de délimitation et qu'on insulte tous ceux qui signent pas, c'est pas malin. Mais surtout, ce à quoi je veux en arriver, c'est que, puisque Jean-Luc Mélenchon défend la destitution et la raison, ça engage que le nouveau Front populaire doit préparer une possible élection présidentielle plus tôt que prévu. Et moi, je ne l'exclus pas. Eh bien, je dis, quelle est la méthode pour aborder cette discussion ? Qu'est-ce qu'on fait s'il y a une prochaine présidentielle ? Qu'est-ce qu'on fait si on gagne la destitution ? Et donc là, je trouve qu'il y a une hémiplégie dans le raisonnement de certains de mes amis, mais j'espère les convaincre. C'est puisque moi, je ne suis pas fermé, et je pense quand même la crise politique est telle que même M. Macron sera contraint de démissionner. Je pense même que des gens de droite et de son propre camp, peut-être dans un an, vont dire maintenant ça suffit, il faut faire une nouvelle élection présidentielle. Du bois, d'ores et déjà. Oui, ben, ça explique pourquoi M. Édouard Philippe s'est déclaré candidat, ça explique même pourquoi M. Gabriel Attal a fait un discours un peu long. Il y a plein de choses, mais nous, le NFP, est-ce qu'on va à la prochaine élection présidentielle avec la même stratégie, et je le souhaite, que le nouveau Front, que ce qu'on a fait aux législatives, à savoir candidat unique. Pas de temps à perdre pour se préparer, c'est votre message, et j'aurais juste... Du moins, préparons-nous loyalement. Comment on fait ? Parce que si la méthode, c'est coup de force, on ne va pas y arriver. On s'arrête un instant parce que vous êtes venu ici sur LCI avec des propositions nouvelles. Donc, je voudrais juste quand même les fixer. Donc, une direction du nouveau Front populaire, la possibilité pour nos concitoyens d'adhérer directement au nouveau Front populaire sans passer par les partis qui le composent aujourd'hui. Et vous avez dit, bien sûr, tout ça pour préparer une candidature unique à l'élection présidentielle et ce le plus vite possible parce que vous envisagez la démission potentielle d'Emmanuel Macron. De pas le faire. Nous verrons bien. Autant de propositions auxquelles je vous en fais le pari. Jean-Luc Mélenchon s'opposera de toutes ses forces. C'est une question que vous me posez ? Oui.
Bah écoutez, on verra. De toute façon, dans la vie, il faut chercher à convaincre. Mais pourquoi il s'y opposerait? Comment la France insoumise peut d'un côté être favorable au nouveau Front populaire, mais ne pas préparer, dans le cas d'un nouveau Front populaire, la prochaine échéance qui vient, qui est sans doute l'échéance la plus importante de la 5e République. Ça passe par quoi, justement, sur cette candidature alors, unique? Je suis pour que la discussion ait lieu. J'en dirai pas plus à ce stade, mais... Comment on fait? Non, mais voilà, après, il y a des mots piégeux. Comment on fait? Je suis pour qu'on puisse discuter. Comment on fait pour qu'il y ait une méthode qui amène à ce qu'il y ait une ou un candidat qui nous rassemble. Alors vous utilisez des mots qui ont été utilisés par le passé, primaire, désignation citoyenne, accord entre les directions. Madame Lucie Castet est arrivée finalement dans une discussion qui a été possible. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'il ne soit surtout pas Jean-Luc Mélenchon à vos yeux. Non, mais vous l'avez dit ça, Alex Corbière. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est pas le bon candidat. Non, mais je suis j'ai un désaccord avec Jean-Luc Mélenchon, mais ce serait terrible de commencer la discussion en disant surtout pas lui. Non, mais je n'utiliserai pas. Par contre, non, mais cher David, d'où quand vous voulez m'entraîner dans des, j'ai déjà suffisamment de griefs avec Jean-Luc Mélenchon. Ils m'ont exclu, insulté, calomnié, tout ce que vous voulez, mais moi je suis pour l'unité quoi qu'il arrive. Je pratique le pardon des offenses pour l'intérêt politique. Par contre, ce que je dis pas tout sauf lui. Par contre, je dis ça ne peut pas être imposé lui sans discussion, parce que c'est pas une question sentimentale. J'ai été 3 fois un des ardents défenseurs de sa candidature, son porte-parole. C'est que si c'est ça, ça fait éclater le nouveau Front populaire. Et si le nouveau Front populaire éclate, c'est la défaite. Et si c'est la défaite, c'est la victoire de l'extrême droite. Donc un peu de sérieux. Oui. Et je pense qu'en plus, je peux être convaincant peut-être. Même parce que Jean-Luc Mélenchon, il a quand même, j'espère, le souci de l'intérêt général. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Là, vous me faites vouloir polémiquer avec lui et je comprends le jeu. Mais c'est une impasse. Les gens de gauche pardonneront pas à ceux qui ne créent pas les conditions d'optimiser les possibilités de victoire. Alexis Corbière, vous le dites, l'unité, c'est un combat. Oui, c'est une vieille expression à gauche. L'union est un combat. Absolument. Et on voit que cette unité du nouveau Front populaire s'est un peu fissurée quand même ces dernières semaines. Juste une photo de vous hier dans la manifestation. On a vu aussi d'autres affiches dans cette manifestation hier où on a pu lire un Barnier, Michel Barnier au bûcher. Est-ce responsable? C'est pas un peu excessif? Et par ailleurs, tous ces excès, la procédure de destitution, vous en parliez, qui est jugée hors sujet complet par le Parti socialiste, est-ce que ça mine pas justement cette union à gauche? Attendez, plusieurs choses. Premièrement, des propos violents, c'est pas la même chose qu'une procédure dont on a le droit. On peut ne pas être d'accord avec la destitution, mais il n'y a rien de choquant. C'est un process démocratique. Même si on sait que ça n'a ça c'est autre chose. Enfin, je veux dire, avouer que puisque le président de la République en 5e République peut dissoudre l'Assemblée nationale, c'est pas choquant que nous actionnions, parce que des fois on a l'impression que c'est Trump qui attaque le Capitole. Non, une destitution, peut-être que ça échouera, peut-être que ça réussira, mais je veux dire, en soi, c'est un outil institutionnel dont on dispose. On n'en a pas beaucoup en 5e République quand on est député. Donc, la distinction est faite. Ensuite, il y a des propos, là vous dites, j'avais pas vu ce slogan, qui sont inutilement violents, ça rime à rien. Personne, y compris même, j'imagine, la personne qui a écrit cette affichette ne croit pas qu'on va brûler Monsieur Barnier, c'est absurde. Et je suis pas pour avoir, comment dirais-je, les verges pour se faire battre. Oui. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est-à-dire que j'aimerais qu'en permanence on ne donne pas, mais j'ai beaucoup de respect pour vous, mais la possibilité quand il y a une émission qu'on donne l'impression que notre camp, notre grande famille, sont les violents, sont ceux qui veulent frapper, sont ceux qui veulent brûler, que sais-je. C'est absurde. Alors sans être violent, mais vouloir être pur. À force de vouloir une gauche pure, on a une droite plus dure. Qui a prononcé ces mots? Est-ce que vous le savez? Bon, c'est un classique, mais je ne crois pas, vous allez me le dire après, mais je ne crois pas que le nouveau Front populaire ait cherché à avoir une gauche pure. Je vous rappelle que le 12 août, Madame Lucie Castet a fait une lettre à l'ensemble des groupes parlementaires pour discuter et chercher des points d'accord. Nous n'avons pas été, comment dirais-je, arc-boutés. Celui qui a été arc-bouté, c'est Emmanuel Macron, pardon. Enfin, vous le savez, parce que vous êtes journaliste et vous suivez, il a manœuvré, d'un certain point de vue, c'est presque choquant, mais enfin, qu'importe. Il a manœuvré. Il savait dès le départ. Il avait donné une feuille de route. Il ne veut pas que sa politique économique soit remise en cause. Il ne veut pas qu'on touche à la réforme des retraites. Voilà, c'est tout ce qui a eu lieu. Et je ne crois pas. Et nous, là-dedans, qu'est-ce que vous attendiez de nous? Vous attendiez que moi, je vienne dire, ah ben non, peut-être que je vais avoir un gyrophare, donc j'accepte d'être dans un gouvernement dans lequel on va pas toucher aux retraites, on va pas toucher au salaire. Non, mais si je faisais ça, vous diriez, Monsieur Corbière, vous êtes un opportuniste. Et mes électeurs viendraient me botter les fesses et ils auraient bien raison. Pardon, on a quand même le droit de défendre le programme sur lequel on a été élu. Sans être uniquement à la recherche du gyrophare, effectivement, il y a aussi des sujets de fond, des urgences qui sont sur le tapis dans cette rentrée si inhabituelle, si inédite dans notre vie politique. Et une main a été tendue. Le Premier ministre, c'était d'ailleurs aux 20h de TF1, il a dit je suis ouvert à une discussion sur les retraites. Bon, je suis ouvert à l'idée de davantage de justice fiscale. Est-ce que ces initiatives pourraient être de nature à, justement,
arrêter les manœuvres. Vous disiez le président de la République a manœuvré. Moi, je vais vous dire, tout le monde a manœuvré depuis juillet. Tout le monde a manœuvré. Peut-être qu'il a mieux manœuvré. Bon. Mais en tout cas, les Français, ont observé ces manœuvres. Peut-être en ont-ils assez, veulent-ils de l'action? Mais oui. Est-ce que vous allez prendre votre part? Est-ce que vous allez dire, sur les retraites, s'il y a possibilité de discuter, discutons. Sur la fiscalité, s'il y a possibilité de discuter, discutons, etc. Mais nous ne cessons de le faire. C'est le travail parlementaire qu'on fait depuis des années. Ça peut être des amendements, ça peut être des propositions de loi. J'évoquais le courrier de Mme Lucie Castet. On a cherché, y compris à avoir des discussions avec d'autres groupes. Censure, là, non, mais pardonnez-moi. le groupe Renaissance, M. Attal n'a même pas répondu au courrier de Mme Castet. Ceux qui sont obtus, qui ne veulent pas discuter, c'est eux, c'est pas nous. Après, comment dirais-je? Mais si une personnalité de gauche entre au gouvernement, parce que le Premier ministre a dit, jusqu'à des personnalités, si une personnalité de gauche entre au gouvernement, elle est excommuniée. Non, elle est immédiatement excommuniée. Non mais Monsieur Barnier, je veux dire, respectons-le d'un certain point de vue. C'est l'homme de droite de référence. Il faudrait le mettre sous cloche au pavillon Baltard. Voilà, c'est l'homme de droite depuis. Écoutez, en 78 déjà, il était député. Je veux dire, d'accord, j'étais en CM2, et il était déjà député sous Giscard. Donc cet homme, qu'est-ce qu'il est? Un commissaire européen. C'est lui qui a notamment participé à la rédaction et re-rédaction du traité constitutionnel européen qui a été rejeté par les Français, mais qui est quand même revenu. C'est un homme de droite qui a voté contre la 5e semaine de congé payé en 1981. Il a voté. Bon, c'est un homme dur. C'est même un homme. Pour quelle raison Madame Le Pen trouve qu'il est plus présentable de son point de vue que M. Xavier Bertrand? C'est qu'il y a 2 ans, quand il y a eu un débat au sein des Républicains pour la présidence des Républicains, l'homme a eu des propos très durs sur l'immigration. Suppression de l'aide médicale d'État, qui, je le rappelle, est une stupidité parce que même les gens en situation irrégulière, ils sont porteurs de maladies. Si on les soigne pas, pour tout le monde, même pour les Français, de souche, c'est dangereux d'avoir des étrangers malades. Donc l'aide médicale d'État, c'est pas, comment dirais-je, un confort, c'est des politiques publiques intelligentes. Donc leur racisme est tel qu'ils racontaient n'importe quoi. Michel Barnier est raciste, vous dites? Non, mais le racisme ambiant, oui, cette idée-là qu'il faut en permanence répéter que les étrangers seraient bien accueillis, bénéficieraient davantage pour aller se soigner gratuitement, participe à une pensée xénophobe qui monte dans le pays. Voilà. Et dont Michel Barnier a pris sa part, selon vous? Je pense qu'il cotise effectivement à cette pensée, je lui reproche, oui. Je pense que c'est des victoires idéologiques. C'est des victoires idéologiques de l'extrême droite. Oui, mais écoutez, l'aide médicale d'État, honnêtement, avoir une discussion sur la suppression de l'aide médicale d'État ne fait qu'actionner des clichés dans la tête des gens. Je sais, des fois j'en discute avec des gens dans ma circonscription qui ont l'impression que tout est offert aux étrangers, ce qui est absurde. On sait très bien que les étrangers se retrouvent souvent dans des situations difficiles, travaillent durement. Donc oui, ça participe. Et c'est pour ça que, et oui, le racisme est un problème aujourd'hui dans le débat public. On peut discuter souvent des questions d'immigration, mais la manière dont le débat est abordé est souvent avec une dimension que l'étranger, menaçant, vient profiter, c'est un profiteur, et ça souffle dans les voiles de la pensée raciste. L'arrivée de M. Barnier à Matignon, pour vous, va finalement peut-être être le synonyme d'un durcissement de la politique sur l'immigration? Écoutez, moi j'écoute ce que disent Madame Le Pen, M. Bardella. Ils vont écouter son discours, ils disent et qu'est-ce qu'il va faire M. Barnier? Il va faire un discours qui va être dur sur ces questions-là, pour essayer d'avoir leur bienveillance. Sinon, pardon, mais il va chuter rapidement. Et après, par rapport à ce que vous me disiez, j'ai pas répondu à votre question, M. Doucan, mais il va de soi. Alors, si je raconte des sottises, vous m'inviterez et je dirai mea culpa, mais le discours que va avoir M. Barnier va être un discours qui va être dur sur les questions de dépenses publiques. C'est un discours qui ne va pas être social, c'est pas vrai. Alors par contre, comme il est habile, il va un peu enfumer, évidemment, il va pas arriver sabre au clair, il va dire, on discute, mais en gros, je veux dire, M. Barnier va faire du Barnier. Et un homme de gauche là-dedans viendra honnêtement pour le gyrophare, rien de plus. Merci. Vous aviez été exclu de la France rudement et grossièrement parce que vous aviez demandé un peu de démocratie interne. C'est ça qui s'est passé. Je résume. Oui, notamment. Et j'étais favorable à ce que nous maintenions la ligne stratégique de l'unité. Le paradoxe, c'est que c'est actuellement le triomphe de la ligne que je défends avec Clémentine Autain, Raquel Garrido, Daniel Simonet ou d'autres. Mais je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on l'aura compris, l'union doit rester en combat. Je suis un unitaire lucide, sans naïveté. Alors juste avant la pause, nous étions en train d'aborder le sujet de l'immigration. C'est l'un des dossiers chauds de la rentrée. Il y a les retraites, il y a le budget, il y a l'immigration. C'est ce qui est en haut de la pile, au fond, de l'agenda de Michel Barnier. On va vous interroger plus en détail sur ce sujet, mais d'abord, j'aimerais qu'on écoute Jordan Bardella. Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, était hier soir l'invité du 20h de TF1. On l'écoute. Le Rassemblement national est devenu premier parti de France, premier parti en nombre de voix, premier parti en nombre de députés à l'Assemblée nationale, et rien désormais ne peut se faire sans le Rassemblement national.
Et ce matin, deuxième lame, si on peut dire, Alexis Corbière, de Marine Le Pen, chez nos confrères de la Tribune dimanche. Voilà ce qu'elle déclare. Il est incontestable que Michel Barnier semble avoir sur l'immigration le même constat que le nôtre. Maintenant, nous attendons de lui des actes. Fin de citation. J'ai envie de pleurer, mais elle a raison. C'est ça qui est terrible. Elle a raison. Écoutez, Monsieur Barnier, je l'ai dit... il y a 2 ans, en 2022, quand il s'est présenté à la présidence de LR, il avait cette particularité d'être très dur, mais très dur en reprenant en plus, comment dirais-je, en se plaçant sur le terrain idéologique de l'extrême droite. Je vais vous prendre un sujet, le référendum sur l'immigration. Madame Le Pen dit qu'il faut un référendum sur l'immigration. Monsieur Barnier a dit qu'il faut un référendum sur l'immigration. Ce serait quoi la question ? Ce serait quoi la question ? On peut discuter immigration, quelle politique, mais on peut discuter l'immigration. Non, mais je veux dire, moi je pense pas que le problème du pays soit celui-là majeur. Je vais vous dire une chose. Quand j'observe qu'en 2017, les 500 premières fortunes de France représentaient 20% du PIB et qu'après 7 ans de Macron, elles représentent 45% du PIB, je dis moi la priorité, c'est qu'on répartit mieux les richesses pour faire en sorte que les services publics aillent mieux, etc. Ça c'est intéressant. Si on parle d'immigration, c'est de la diversion, selon moi. D'accord ? De la diversion seulement, mais certains dans votre camp large, famille politique au sens large, vous reprochent aussi d'avoir considéré ces questions comme tabous, de ne jamais poser finalement des constats qui sont ce qu'ils sont en fait. Moi je pose un constat par exemple comme élu de Seine-Saint-Denis, c'est que pour obtenir un rendez-vous à la préfecture c'est quasi impossible, la situation des étrangers est extrêmement difficile, que les étrangers servent de marge de manœuvre à un patronat qui profite du fait qu'ils sont en situation irrégulière pour les faire bosser, leur faire suer le burnous et qu'ils sont bien contents qu'il y ait cet entre-deux qui soit fait et que si on régularisait les travailleurs sans papier, ça permettrait à tous les travailleurs de bénéficier de salaires plus intéressants. On peut discuter comme ça. Et moi je ne crée aucun sujet. Sur la sécurité, je suis pour en parler de la sécurité. Le préfet et les policiers de ma circonscription le savent. Dans ma circonscription, la ville de Bagnolet, où il y a des problèmes, il n'y a même pas de commissariat, il n'y a même plus de commissariat. Vous savez, dans les quartiers bourgeois, il y a de la police, mais dans les quartiers populaires, il n'y en a pas beaucoup. Et quand elle intervient avec un rapport parfois d'extériorité vis-à-vis de la population qui ne l'amène pas à avoir les meilleurs résultats. Donc je ne crains aucun sujet. Vous ne craignez pas le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est avouer. Et peut-être que vous me donnerez le point. C'est un débat sur l'immigration ne peut pas être résumé à oui ou non. Pour dire quoi ? Il ne faut plus d'immigrants en France ? Qui pense ça ? Non, il faut entrer dans le détail. Il ne faut plus d'étrangers. Il faut pouvoir en débattre de manière très précise. Tout à l'heure, je vous ai étiqueté quand j'ai dit le mot raciste, mais oui, on participe à la montée d'une pensée raciste, xénophobe, quand on veut faire croire aux Français qu'on va trancher un tel sujet par référendum. Je ne suis pas contre les référendums, mais c'est un sujet absurde. Et donc, on a l'impression que dans ce pays, il serait la question centrale, alors qu'en plus, toutes les études d'opinion démontrent que qu'est-ce qu'ils veulent, les Français ? Mais les Français sont des braves gens. Ils veulent que le travail paie. Ils trouvent que les salaires sont pas assez importants. Ils ont bien raison. Ils ont l'impression que le service public se déglingue. Et on leur dit qu'il y a des baisses, que le budget de l'État est en déficit, mais on leur a pas dit qu'il y a eu des baisses de recettes. Il y a nombre de cadeaux. Il y a 200 milliards d'euros qui sont utilisés chaque année, plus tournés vers le monde de l'entreprise que vers... Non, mais ça, je veux dire, on baisse les impôts pour des grandes fortunes ou pour des grands groupes qui n'en ont pas besoin, alors qu'on n'aide pas les TPE, PME. Enfin, tout ça, c'est des discussions passionnantes sur la fiscalité. On vous a interrogé sur l'immigration. Vous arrivez à la fiscalité. Ce n'est pas incohérent. Ce n'est pas incohérent. Tout est lié, effectivement. Et vous... C'est que je veux dire, c'est que je ne suis pas au cerveau de l'année que quand on refuse de parler partage des richesses, quand on refuse de parler fiscalité, mais qu'on veut me faire parler pendant des heures. C'est pas vous que je parle, mais le débat public, immigration. Qu'en plus il y a un fait divers, pour peu que le coupable soit un étranger, on a l'impression dans ce pays que les étrangers passent leur temps à égorger, à violer les gens, alors que c'est une déformation de la réalité. Que ce soit sur l'immigration, sur la fiscalité, sur les retraites, vous aurez sans doute du mal à faire valoir vos positions. Tombons d'accord sur un point. Je voudrais qu'on regarde ce sondage. C'est un sondage IFOP pour le JDD. Et on y voit que 52% des personnes interrogées se disent satisfaites de la nomination de Michel Barnier. Premier point. Deuxième point, si on regarde les élections législatives de 2022, puis on peut aussi regarder les européennes, on se rend compte qu'entre le Rassemblement national, les LR, le parti d'Éric Ciotti, une partie de la Macronie, allez, disons un tiers, peut-être la moitié de la Macronie, difficile à dire, le MoDem, Horizon, la France semble pencher à droite. Est-ce que c'est pas quelque chose qui justifie, au fond, l'arrivée de Michel Barnier à Matignon ? Alors, là, il y a un débat qui est passionnant. Je ne sais pas si... il y a un livre dernièrement du politologue Vincent Tibéri qui dit que moins que la France qui bascule à droite, il y a une droitisation du débat public. Mais fondamentalement, quand même, je pense que, et moi j'ai quelques années de militantisme, il y a des sujets
qui sont dans le programme de la gauche qui sont devenus majoritaires. Les gens pensent qu'il y a trop d'injustice dans le pays. Les gens pensent qu'il faut défendre les services publics. Les gens pensent que le travail ne paye pas assez. Vous savez, il y a des petites victoires idéologiques, mais qui sont significatives, qui existent. Et ça, c'est pas la pensée de droite, c'est plutôt la pensée de gauche, de dire qu'il ne faut pas laisser faire le libre marché, mais qu'il faut des services publics. C'est pas la pensée de droite que de considérer que dans ce pays, il y a trop d'injustice. Vous n'avez pas relevé, mais quand je vous dis que les 500 fortunes qui représentaient 20% du PIB sont passées à 45% du PIB, ça veut dire tout simplement qu'il y a un problème de répartition des richesses. Dans un moment où il y a 1 million de Français supplémentaires qui ne sont pas partis en vacances cet été, 10 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. On a un problème. La France est un grand pays qui produit des richesses. Mais la politique de Macron, c'est pour ça qu'il est tant aimé, quand on dit président des riches, la formule est à la fois un peu vulgaire, mais ô combien juste. Il a mené une politique qui a des conséquences positive pour un secteur de la population qui s'est enrichi. Macron, son bloc sociologique, c'est ceux qui ont profité de sa politique. Mais le pays a continué à souffrir. Et ça, c'est pour ça qu'une politique de meilleure répartition des richesses, comme le proposait Lucie Castet, serait selon moi plébiscitée dans le pays. Donc je ne crois pas. Après, ce qui est vrai, et je ne reprends pas la discussion de tout à l'heure, c'est que le débat public, il est souvent piqué par certains émetteurs qui veulent détourner la conversation et l'amener sur des terrains idéologiques qui sont ceux de l'extrême droite. J'ai pas relevé, mais enfin, vous m'avez cité le JDD. On peut quand même discuter, ça occasionnerait une autre... C'est l'IFOP. Hein. Oui, mais je veux dire, quelle est la commande? Partenaire d'LCI, D'accord. Il y a un sondage qui me dit que les 2 tiers des Français pensent qu'Emmanuel Macron n'a pas respecté le vote des élections législatives, et puis 52% des gens qui n'ont jamais entendu parler de Michel Barnier disent le soutiennent. Je pense que vous savez quoi, ce que ça exprime, c'est une espèce de... Les gens sont des braves gens, l'impression qu'ils veulent que ça avance, ils en ont ras-le-bol du sketch, que ça fait 51 jours, mais ils ne savent pas. Mais ils ne savent pas qui est Michel Barnier. Attention au risque quand même pour les parlementaires que vous êtes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de donner le sentiment de chercher le blocage à tout prix? Non, attendez, David Doucan, je vais être très franc avec vous, sinon vous me conspirez la prochaine fois que vous m'inviterez, ou même vous m'inviterez plus. Mais si Michel Barnier monte à la tribune pour dire faut en finir avec la réforme des retraites qui a été rejetée par 80% des Français, je voterai, c'est pas le sujet. Vous voterez. Mais arrêtons de sortir vous voyez, là on répète des la palissade. Il veut à ce stade l'améliorer. Mais moi ce que je pense c'est que Michel Barnier, il va faire du Barnier. Cet homme a été choisi. Pourquoi? Parce que c'est un homme de droite, un homme qui est dur sur les questions idéologiques. Et pardon, quelle est la différence fondamentale entre Michel Barnier et Xavier Bertrand, si ce n'est quelques centimètres et quelques kilos? C'est que fondamentalement, en vérité, c'est que Madame Le Pen a donné son accord pour Monsieur Barnier. C'est quand même fou, là. Enfin, je l'ai lu, je l'ai même écouté ce matin sur votre antenne. Des échanges de coups de fil. Vous avez 2 députés RN qui ont voulu faire les malins. Monsieur Julien Audoul et Monsieur Jean-Philippe Tanguy. Très dur. Monsieur Audoul a dit, Barnier, la veille de la nomination, ce serait une farce. Monsieur Tanguy, très dur, même quasi insultant. C'est Jurassic Park, on va chercher des fossiles. L'Élysée s'est dit, attendez, Madame Le Pen, c'est pas l'accord qu'on avait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont fait souffler dans les bronches. Ça en dit long quand même sur la connivence qui existe. Moi, je m'interroge sur cette connivence. Premièrement, de ce qu'elle veut dire, à savoir un gouvernement sous perfusion RN, et quelles en sont les raisons? D'où vient cette idée que Mme Le Pen veut défendre le système, veut défendre des gens? Et même, je mets plein de sujets très provocateurs. Le 30 septembre, il y a un procès aussi de Mme Le Pen, très dur, dont j'entends dire qu'il pourrait avoir pour conséquence. Moi, j'aimerais savoir, l'assistant parlementaire, et on me dit, pardon, vous avez bien raison. Pour que les gens sachent de quoi vous parlez, simplement. Les assistants parlementaires européens, dont on me dit, je ne connais pas ce que décidera la justice, mais que quand même, il y a de quoi penser, parce qu'il y a des notes écrites. Voilà, que Mme Le Pen et toute une série de gens, et l'inéligibilité. Bon. Le procès n'a pas eu lieu, nous verrons. J'entends bien, mais ce que je veux dire, les gens ne savent pas que peut-être actuellement la direction de l'IRN est quand même sous pression, assez inquiet de ce procès. Elle dit ne pas être du tout inquiète, je le précise. Mais j'observe que Mme Le Pen cherche un accord avec le gouvernement et est complaisante avec M. Macron. Elle est complaisante parce que sur le fond, en vérité, contrairement aux postures, elle est d'accord avec la politique économique de M. Macron, ou du moins, elle ne veut pas que la gauche arrive à la responsabilité. Elle fait planer quand même ce chiffon rouge de la censure. Ils disent de la politique, on ne s'interdit rien. Depuis jeudi, on le dit, épée de Damoclès du Rassemblement national au-dessus de Michel Barnier, pas encore de son gouvernement qui n'est pas encore composé. C'est terrifiant, c'est la première fois depuis 1900. C'est juste la démonstration. Sinon, ça n'a pas de sens, Alexis Corbière. Cela ne fonctionnerait s'il déposait une motion de censure que si vous votiez une motion de censure déposée par le Rassemblement national. Chacun part de ce principe-là aujourd'hui, mais a-t-on raison de partir justement de ce principe, Alexis Corbière? Est-ce que, oui ou non, vous voteriez une motion de censure déposée par le Rassemblement national? Est-ce que le Rassemblement national voterait la motion de censure que nous voterions? Moi, je créerais les conditions. Ils en ont voté avec vous. Oui, mais moi, l'inverse n'est pas exact. Je ne serais pas, comment dirais-je, je ne mettrai pas sous perfusion un gouvernement rejeté par le peuple pour qu'il continue d'exister. Et je voterai des choses qui permettent de le faire chuter.
D'accord. Donc- Maintenant, il y a une part de manœuvre dans tout ça, mais je suis très clair là-dessus. Non, mais Je c'est ne clair. ferai Donc, pas de cadeau. Une motion de censure RN, Voilà. vous la votez. Voilà. Oui ou non? Oui, je pense qu'il vaut mieux dans ces cas-là, comme nous sommes le groupe le plus important en vérité, que nous soyons à l'initiative. Parce que derrière ça, ce que je veux pas, mais c'est parfois assez difficile, hein. J'espère que je fais pas de langue de bois, c'est que je pense qu'il vaut mieux éviter dans notre camp d'être dans le confusionnisme et d'éviter de se faire piéger par le Rassemblement national qui veut nous faire sauter à la corde. Donc par moment, il vaut mieux prendre l'initiative. Mais enfin, bon, tout ça, c'est un jeu politique. De toute façon, tout le monde sait bien. Mais qui aura énormément d'importance dans les prochaines Ben, j'ai semaines bien à la compris. reprise des De toute façon- travaux parlementaires. De toute façon, que les choses soient claires, on est dans un moment de grande turbulence politique, de crise politique. J'évoquais tout à l'heure le fait que les élections avant créé une situation de calme, c'est fini ça. Notre pays est dans un état de grande turbulence. Je pense qu'en dernière analyse, ça se terminera. Soit l'extrême droite gagnera, soit ma grande famille politique l'emportera. D'accord ? Je pense qu'il y a 3 pôles politiques. Il y en a un qui est en état de rétrécissement, qui est la Macronie et la droite. C'est pour ça que c'est piquant que ce soit là-dedans qui a été choisi le prochain Premier ministre. Et fondamentalement, il y a 2 pôles en dynamique. Et ça ne pourra se régler comme ça. Et je pense même, je l'annonce, je fais le Cassandre et j'en sais rien, mais enfin du moins, c'est que je pense même qu'il est possible que M. Macron n'aille pas jusqu'au bout de son mandat en vérité. Tellement il a peu de base sociale, tellement il a peu de soutien. Et on va avoir quelque chose qui, pour ceux qui aiment la politique, va être passionnant, inquiétant peut-être pour le pays, mais il y a quelque chose qui doit se dénouer. Donc c'est pour ça que, je veux dire, on en est là, et il y aura des combines peut-être. Vous ne pensez pas qu'il aille au bout? Vous le souhaitez? Ah ben moi, je pense que si le supplice macroniste pouvait s'arrêter le plus tôt possible, tant mieux. Mais j'ai mis des conditions tout à l'heure. Bon. C'est-à-dire que si le calendrier présidentiel s'accélérait, il faut que ma famille politique le prépare sérieusement. Ouais. C'est-à-dire, Ça, est-ce on que l'a nous entendu. sommes en capacité, de manière dynamique, pas en s'engueulant le lundi, en se mettant d'accord le mardi, en se réengueulant le mercredi, puis, parce que ça, les Français, La ça les saoule. dissolution de juin 2024 aurait ouvert une période de crise Ah, permanente. c'est une folie. De toute façon, Crise permanente, du point de vue de crise Macron, permanente dont on ne sait pas, au fond, où elle va aboutir. Et cette crise permanente, elle intervient étape par étape. Il y a eu la nomination du Premier ministre, ça a été difficile, 50 jours. Et maintenant, nous sommes dans la formation du gouvernement. Bien sûr. Nouvelle étape qui n'ira pas non plus facilement. Et avant que nous en parlions ensemble, Alexis Corbière, je voudrais qu'on réécoute le Premier ministre Michel Barnier. C'était, lui aussi, il était l'invité d'Anne-Claire Coudray aux 20h de TF1. Je ne m'interdis pas de réunir autour de la même table des hommes et des femmes qui ont des compétences. Mais si vous me demandez Des quel gens est de le gauche critère, oui, des gens de gauche. Il y a de bonnes idées partout, il faut aller les chercher partout. Alors Michel Barnier consulte encore, toujours. Il reçoit à Matignon plusieurs groupes parlementaires. Est-ce que vous irez, si vous êtes invité? Est-ce que vous avez reçu une invitation par ailleurs? non, enfin moi je ne suis rien si je puis dire. Je ne sais pas si les groupes parlementaires auxquels je fais partie ou les composants du NFP sont reçus. Non mais qu'il y ait une discussion à savoir, peut-être que ça peut toujours être intéressant de voir un peu la feuille de route qu'ils proposent, sachant qu'on a compris et qu'on pense que de toute façon nous allons le censurer. Mais ce qu'il y a de piquant, c'est le jeu dans lequel M. Barnier veut dire il y aura, je ne m'interdis pas, j'aime bien cette formule, qui est éventuellement des gens de gauche, et, enfin, tout ça, les Français sont pas idiots, enfin je vais filer la métaphore sportive, mais quand il y a un match de foot, s'il y a un rugbyman qui vient participer à l'équipe de foot, bah, il devient footballeur, il est plus rugbyman. S'il y a un homme de gauche qui vient dans le gouvernement de M. Barnier, bah, il n'est plus un homme de gauche. Vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où il vient participer à la mise en place d'une politique de gauche. Non mais il y a De des droite, choses... vous voulez dire? Ouais, pardon, vous avez raison de me corriger. À une politique de droite. Enfin, je veux dire, la feuille de route de M. Barnier, elle a été donnée par le président de la République. C'est une feuille de route qui ne veut pas toucher aux grands choix qui ont été faits précédemment par Emmanuel Macron. On a parlé des retraites et des salaires. C'est pour ça que je comprends pas très bien ce que dit Madame Le Pen quand elle dit on verra ce qu'il fait. Mais on sait ce qu'il va faire. On sait ce qu'il va faire. Je veux dire, c'est pour ça qu'il a été nommé. Ce que m'a dit Quelques Marine lignes. Le Pen attend de voir si les propositions de Michel Barnier sur l'immigration lors de la primaire de la droite en 22 sont toujours d'actualité. Et surtout, ce que je pense que Mme Le Pen, elle a été choquée, politiquement parlant, par le désistant au second tour, et elle cherche à se crédibiliser, elle cherche à avoir du sérieux, et elle cherche à ce qu'il y ait une forme de dépendance aujourd'hui de la droite et de la Macronie pour dire finalement, Mme Le Pen, regardez, elle joue le jeu et elle nous aide à mettre en place la politique. Parce qu'elle voit bien qu'il y a encore un ressort. C'est pour ça que je dis aux gens, ne vous désespérez pas. Hier, je suis allé à la manif et j'ai été blessé parce qu'une des premières paroles qui m'a été apportée par un ami, il m'a dit, c'est scandaleux ce que fait Macron, j'irai plus voter. Et amis de gauche qui m'écoutaient, femmes et hommes, retournez aller voter. Soyez des citoyens jusqu'au bout. Défendez votre dignité civique. Ok, vous avez subi quelque chose de douloureux, mais ne lâchez pas prise pour autant. Et attention, parce que ce bon réflexe, moi je fonctionne comme ça, pas tous dans ma famille politique, mais au second tour face à l'extrême droite, je vote pour quelqu'un d'autre, même si je suis pas d'accord. Mais ce que fait Emmanuel Macron va dégoûter et ne plus donner envie à des gens de le faire. Et ça peut faciliter la victoire de l'extrême droite. Je me fais comprendre dans ce que je dis. Donc c'est pour ça que il faut qu'on reste, nous les amis, groupés. Et que ce que fait M. Macron et ce que fait Mme Le Pen, qui a bien compris
qu'elle a besoin en quelque sorte qu'on puisse dire elle est sérieuse. Ah, c'est pas comme la gauche, c'est pas comme la France insoumise. Elle au moins, c'est toute cette petite musique qui fera à l'arrivée que de plus en plus de secteurs diront si j'ai le choix entre un candidat d'extrême droite et un candidat de la gauche, je préfère l'extrême droite. Eh bien moi, je souhaite que cette offensive échoue, parce que je ne veux pas ça pour le pays. Alexis Corbière, la dette, le mur de la dette. Nous avons impérativement maîtrisé notre dette. C'est les mots de Pierre Moscovici chez nos confrères du Parisien ce matin, qui explique, précision importante, qu'au terme de 70 jours de débat, le gouvernement peut mettre en œuvre par ordonnance le budget présenté au Parlement. C'est pour cela que j'appelle à un budget initial solide. Concernant les discussions à venir, avec du retard, parce que le gouvernement demande à ce que ce soit un peu retardé, est-ce qu'il ne faut pas mieux amender finalement ce texte ? Parce que sinon, ce sera la copie initiale. Sans être trop long. Déjà, le budget, c'est vraiment de la politique. Je trouve que parfois, il y a une manière de prendre le débat dans les débats publics, ce serait un peu technique, et la politique, c'est autre chose. Comment dirais-je ? Ce sont des orientations. Non, mais la République, elle est née dans la volonté de dire que lever l'impôt, c'est un choix vraiment du peuple et des représentants du peuple. Donc, les choix qu'on fait sont très politiques. Et j'en veux à M. Macron pour plein de raisons, mais notamment le temps qu'il a pris fait qu'on voit bien maintenant une espèce de menace pour dire il faut aller vite pour discuter du budget, alors que s'il y a un sujet très politique, c'est celui-là. Justement, Pierre Moscovici ouvre la porte, il dit c'est bon, on peut prendre 2 semaines de plus. Bon, il le dit. Mais avouez que même 2 semaines... Le parlementaire que je suis ne sait même pas quand est-ce qu'on reprend nos travaux. Et je lance l'appel pour dire il serait temps qu'on recommence le boulot. Au plus tard, 1er octobre. Oui, S'il n'y a pas de session extraordinaire. Même la semaine prochaine, on pourrait... D'ailleurs, la semaine prochaine, il y a des auditions qui commencent. Et je pense qu'on est plusieurs groupes à demander à ce que le plus vite possible les travaux reprennent. C'est une farce, quoi. Dans ce pays, il n'y a pas le président de la République qui décide de tout. Bon sang, quand même, ça existe. Là. Il y a quand même 33 millions de gens qui sont venus voter pour des députés. Le pouvoir, il est là. Là aussi, il faut se déshabituer à cette culture de monarchie présidentielle. Deuxièmement, le débat de budget, je souhaite qu'il soit de qualité. Je fais confiance aussi à mon ami, parce qu'il est resté mon ami, Éric Coquerel, président de la Commission des Finances, pour faire en sorte que ce qui sera présenté éventuellement par le gouvernement soit mis à rude épreuve, si je puis dire, du travail parlementaire, pour faire entendre les revendications des parlementaires en termes de budget. J'ai évoqué tout à l'heure la question de l'école. Comment on arrive à réfléchir dans toute une série de secteurs importants. Comment surtout nous travaillons sur des recettes nouvelles. Bon sang, on a le droit de dire, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, on estime qu'il y a des milliards qui sont gaspillés dans des aides publiques vis-à-vis d'entreprises qui n'ont aucun effet sur l'emploi. On peut récupérer des dizaines de milliards comme ça. Mais vous diriez que la France a encore les moyens de dépenser encore plus ? Bien sûr. Non mais, pardon, cette phrase ne peut pas être prise comme ça. Je veux dire, il y a dans ce pays un problème, je le répète, de répartition de richesse. Si nous avons des déficits publics, c'est parce qu'il y a eu moins de recettes. S'il y a eu moins de recettes, c'est qu'il y a eu des choix politiques depuis quelque temps qui ont été faits de dire que les gens les plus riches payons moins d'impôts. C'est pour ça qu'il y a des phrases qui sont des mantras incompréhensibles. Dire « vous voulez augmenter les impôts ?» Je réponds « ça dépend de qui ?» Nous, notre réforme fiscale qui est proposée par Madame Lucie Castet, que nous avons portée aussi par le passé, consiste à dire que tous ceux qui gagnent jusqu'à 4 000 € paieront moins d'impôts. Ça concerne la grande majorité des contribuables. Par contre, il est vrai, on ne se cache pas, que ceux qui ont profité dernièrement, et tant mieux pour eux, ils n'ont pas volé leur argent, mais qui ont accumulé certaines richesses, seront plus sollicités. Bon sang, c'est ça la République. Vous avez compris aussi que vos propos sur au-dessus de 4 000 € est un peu... déranger aussi certains. Oui, mais enfin, ça concerne, je sais plus combien, 70 à 80% de la population active quand même. Hein. J'espère que vous le savez. Enfin, vous le savez d'ailleurs. Le salaire médian dans ce pays, c'est 1 800 €. Enfin, je veux dire, on parle des gens qui et même par ailleurs, la progressivité sera importante. Mais oui, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des grandes fortunes qui sont accumulées sur lesquelles c'est pas possible que une pensée républicaine soit les bras ballants en disant la fortune s'accumule et puis à côté de ça. Vous n'avez pas relevé tout à l'heure, mais cet été, là, on était tous à les JO, c'est super. Mais enfin, 1 million de personnes de moins qui partent en vacances, y a un problème quand même. Parce que c'était pas la fête pour tout le monde. Et les JO, c'était super, mais enfin, si ce dont on parle, c'est que la seule chose qu'on a à proposer aux gens, c'est un spectacle télévisé, c'est sans doute très sympa les JO, mais moi j'ai aussi envie, je pense notamment à ma jeunesse de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et tout, il faut qu'ils sortent les gamins, il faut qu'ils sortent des quartiers, il faut qu'on leur propose des choses. Le droit aux vacances, c'est pas seulement une question secondaire, c'est une question d'émancipation, d'accès. Vous voyez, tout ça c'est des sujets de société très importants, il faut des politiques publiques. Pour porter ces projets que vous déployez à l'instant, on a compris, vous préparez aussi la candidature pour la prochaine élection présidentielle 2027. Pour l'instant, c'est le calendrier dont on dispose. J'ai remarqué, alors, vous avez créé l'APRE. Donc l'APRE, c'est l'Association pour une République écologique et sociale. C'est l'association que vous avez créée après avoir été purgé de la France insoumise, il n'y a pas d'autre mot, à l'occasion des élections législatives. J'ai remarqué que François Ruffin n'avait pas adhéré à l'APRE. Est-ce que c'est pas un problème ? On a l'impression que c'est la personnalité
qui est peut-être la plus en vue pour être une candidature alternative à celle de Jean-Luc Mélenchon. Alors, j'essaie de résumer tout ça. Premièrement, c'était un petit club qu'on voulait faire de débat à une époque où il n'était pas question qu'on quitte la France insoumise. Et nous pensions, dans un moment où la division allait bon train, entre le PS, la France insoumise, que vous voulez créer les conditions d'une association de discussion. Donc cette association, une fois qu'on a été exclu, elle devient une association politique, mais qui a aussi vocation à évoluer. J'ai pas la prétention de dire que c'est un nouveau parti, c'est un club politique. Nous voulons regrouper. François Ruffin, je réponds à la question. Lui, rapidement. Lui, il avait déjà un parti Picardie debout. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'on se retrouve tous dans une force commune. Voilà, François Ruffin est une personnalité, j'étais importante, qui m'intéresse et un ami accessoirement. Votre candidat ? Non, mais prendre la discussion comme ça. Moi, je suis pour un candidat commun. Si c'est François Ruffin, ça me va. Si c'est Clémentine Autain, ça me va. Et s'il faut discuter d'autres noms, ça me va aussi, à condition. Mélenchon. Mais non, mais je sais pas du tout. Si c'est Mélenchon qui rassemble tout le monde, pourquoi pas ? Maintenant, Jean-Luc a fait un choix depuis 1 an et demi, 2 ans. C'est ce qui a valu notre engueulade, d'avoir une ligne politique, une stratégie qui, selon moi, complique l'union, contrairement à ce qu'il croit. En effet, merci beaucoup Alexis Corbière d'avoir été avec nous ce dimanche dans l'événement. Merci de l'invitation.